Alors on continue de la dernière fois, donc on s'est arrêté dans le cas du champ créé par une bobine plate. Donc on a étudié le cas de l'aspire. L'aspire à partir du résultat de l'aspire, celui-là. Donc on a établi le champ créé par une bobine plate. Alors maintenant on va passer au cas du solénoïde. Alors donc un solénoïde circulaire est un enroulement régulier d'un fil conducteur sur un cylindre de rayon R et de longueur L. On obtient n spires jointifs. Alors ça c'est, si vous voulez, donc vous avez un cylindre et on fait enrouler des spires circulaires jointifs, c'est-à-dire très proches. Le fil circulaire, c'est-à-dire un nombre donné de spires. Alors, ça d'une manière continue. Alors, on peut définir d'abord ce qu'on appelle le nombre de spires par unité de longueur. Alors, supposez vous avez un solénoïde. Donc, on définit le nombre de spires par unité de longueur, n sur L. Alors, l'unité, c'est spire par mètre. Alors, c'est-à-dire ce nombre de spires par unité de longueur, il vous donne le nombre de spires contenus dans un mètre de longueur. Alors, tout simplement, c'est le nombre de spires par mètre. C'est une grandeur qui vous permet de vous dire est-ce que le solénoïde il est plus serré ou moins serré, c'est-à-dire واش les solénoïdes les spires واش مقاربين بزاف ولا مبعدين. Alors si par exemple vous avez ici 60 spires par mètre tout simplement, alors c'est-à-dire chaque mètre il contient 60 spires. Alors ça c'est lorsque le nombre de spires est constant, mais supposé il y a des endroits où les spires sont très proches, des endroits plus éloignés, des endroits plus éloignés, alors c'est-à-dire que le nombre de spires par mètre n'est pas identique. Alors là, donc on passe en nombre de spires sous forme de différentiel. Alors c'est le nombre de spires élémentaires par unité de longueur. Donc on prend une longueur dl. Donc il contient un nombre de spires d de n. Élémentaire. Alors, le nombre de spires élémentaires par unité de longueur. Alors, ça dans le cas où les spires ne sont pas serrées de la même façon. Alors, cette grandeur, on aura besoin dans les calculs. Alors, on passe maintenant au calcul du champ. Alors, pour le calcul du champ, la seule différence qu'il y a avec le cas de la bobine plate, alors c'est dans la bobine plate on a considéré que alpha il est constante, alors c'est-à-dire lorsqu'on passe d'une spire à un autre ils sont très très proches et l'épaisseur il est très faible devant le rayon R, donc on a considéré que alpha reste presque constante et on a dit que le champ créé par une bobine plate c'est n fois le champ créé par une seule spire, c'est-à-dire c'est la contribution de toutes les spires. Toutes les spires avec alpha constante, c'est-à-dire c'est comme si alpha est le même pour toutes les spires. Mais pour le solénoïde, remarquez que le alpha ou le θ, ce que vous voulez, lorsqu'on se déplace sur le solénoïde, donc le alpha ou le θ, il varie. Donc Donc cette spire-là, elle a un angle θ, par exemple. Les spires ici, elles ont un angle θ1. Les spires ici, donc, il a un autre angle. C'est-à-dire que chaque bobine ou chaque spire, il a un angle différent. Particulier. Alors c'est pourquoi donc il faut intervenir le alpha ou le θ dans les calculs. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors par raison de symétrie, donc toujours on montre que le champ il est porté par l'axe OZ, par l'axe de la spire. Donc on cherche à calculer le champ au point M de l'axe, donc seulement sur l'axe. Donc on cherche le champ créé sur l'axe, c'est pas hors l'axe, mais chez l'axe. Alors, on va considérer une bobine plate
plate qui comporte un nombre de spires D de N. Une bobine plate d'épaisseur D de Z, ça c'est l'axe OZ, qui contient un nombre de spires D de N. Alors le champ créé par cette bobine plate, le champ élémentaire, ce n'est que nu0 i, le nombre de spires d de n sur 2r sinus à la puissance 3 θ uz. C'est le résultat suivant de la bobine plate. C'est celui-là. Fois sinus, donc b0 fois sinus à la puissance 3. Mais le n ici, on va le prendre d de n, c'est-à-dire un nombre élémentaire de spires. Ce n'est pas le nombre total de spires. Alors, ici, avant de passer au calcul, pour la symétrie, donc on peut travailler de la même façon pour les plans d'antisymétrie du courant. Tout plan passant par OZ est un plan de symétrie du courant, ou tout simplement on peut dire que l'axe OZ est un axe d'antisymétrie pour le courant. Donc, un axe d'antisymétrie du courant, l'axe, c'est l'intersection des plans d'antisymétrie du courant. Donc, il a un axe d'antisymétrie du courant. Donc, B est porté par OZ. Alors, ça revenait à la partie de l'aspire. C'est avec la même façon, vous pouvez montrer que B est porté par OZ. Alors, pour passer à autre chose. Alors, pour le calcul, j'ai dit que on a le résultat suivant. Donc, D de B créé par une bobine, c'est nu0 d de n fois i. Alors c'est le résultat suivant, fois b0 fois sinus à la puissance 3 de alpha sur 2r sinus à la puissance 3 de θ au alpha, c'est la même chose, EZ. Alors la différence ici, c'est que au lieu de travailler de n, on travaille avec le nombre élémentaire de spires. Alors avec d de n, d de n ici égale, d'après cette relation, d de n c'est n fois d de l. Et d de l ici, d de l, il est porté par OZ, c'est n d de z. Alors c'est ça, c'est n d de z. Donc c'est dn égale n d de z. Donc d de l il est porté par l'axe OZ. Alors pour donc remarquez ici dans la relation que vous avez la variable z et θ. Donc lorsque z varie, lorsqu'on se déplace sur le solénoïde, z varie et θ varie. Mais il y a une relation ici entre θ et z, tangente de θ r sur dz. Donc c'est-à-dire z égale r sur tangente de θ. La différentielle d de z égale à moins r dθ sur sinus carré de θ. Alors c'est comme on fait la dérivée de cotangente, 1 sur tangente. Parce que z c'est r sur tangente de θ, c'est-à-dire r cotangente de θ. La différentielle c'est ça, c'est à vérifier doucement. Donc lorsqu'on remplace dans l'expression suivante ce dz là par cette relation, donc on trouve le résultat suivant qu'on peut intégrer par rapport à θ. Donc θ il varie de cette extrémité à l'autre, donc de θ1 on va le noter θ1, ça c'est θ1 jusqu'à θ2. Donc pour balayer tout le solénoïde, c'est-à-dire toutes les spires, pour prendre la contribution de toutes les spires. Alors tout calcul fait, donc de θ1 jusqu'à θ2, ça donne donc le sinus, ça donne un cosinus. Donc on trouve le résultat suivant. Donc c'est facile, donc il faut suivre le calcul à tête reposée. Alors ça c'est le champ créé en un point donné de l'axe. Alors le cas intéressant aussi, c'est lorsque le solénoïde il est infini, tout simplement lorsqu'il est infini. Remarquez ici, alors on peut noter ça sur le point A et sur le point B. Alors lorsque le point A tend vers l'infini, alors θ1 il tend vers pi, et θ2 lorsque P il est à l'infini, θ2, donc le θ2 il va tendre vers 0, et le θ1 il va tendre vers pi. Alors θ1 vers pi, θ2 vers 0, ça donne le résultat suivant, nu0 n fois i uz. Alors ça c'est un champ que vous avez déjà vu
en première année bac, le champ créé par un solenoid الملف اللولبي. الملف donc المجال المغناطيسي الذي يخلقه الملف اللولبي في نقطة من محوره. Alors c'est nu0 n. Alors là c'est la démonstration en utilisant la loi de Biot et Savart. C'est-à-dire que le champ sur l'axe il prend la valeur nu0 n fois i. Alors le n, il ne faut pas oublier, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Parfois il est fixe, parfois il est variable. Donc s'il est fixe, c'est-à-dire il est constant, donc n c'est n sur L comme j'ai déjà dit. Donc s'il est fixe, donc le n égale n sur L. Alors on va montrer donc dans la suite du chapitre que lorsqu'on a cette situation, pour le solenoid infini, on va montrer que le champ il est uniforme. Lorsqu'il est infini, il est uniforme à l'intérieur des solénoïdes. Donc ce résultat il est valable pour l'axe, et aussi on va trouver que même à l'intérieur des solénoïdes, en tout point à l'intérieur des solénoïdes infini bien sûr, infini c'est-à-dire tout simplement son rayon il est très inférieur devant sa longueur. En physique l'infini c'est ça. Alors il est très, donc sa longueur L est très supérieure devant le rayon. Alors on va montrer que le champ il est uniforme, c'est-à-dire le champ sur l'axe est le même en tout point à l'intérieur des solénoïdes. On va montrer que le champ à l'extérieur il est nul. Alors là on a représenté quelques lignes de champ. Donc les lignes de champ elles sortent par là et il entre. Alors c'est analogue aux lignes de champ d'aniement que vous avez vu en entrant en première année bac. Alors comment montrer que le champ il est uniforme à l'intérieur des solénoïdes? C'est en utilisant ce qu'on appelle le théorème d'Ampère qu'on va expliquer dans une autre vidéo. Alors merci.